Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nouvel épisode 10 questions interview. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce format-là. Aujourd'hui, on va parler d'un photographe et vidéaste parce que c'est également quelqu'un qui est sur les internets, en particulier sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Nico DT. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Comme d'habitude, je lui ai envoyé les questions. Je n'avais pas tourné cette intro, donc je n'ai absolument pas de ses réponses et je vais les découvrir en même temps que toi, mais je vais poser les questions en voix off. Il n'y a pas d'échange en direct parce que j'ai envie de leur laisser la parole et j'ai envie de ne pas qu'il y ait pas de coupure parce que moi généralement je parle beaucoup. Malheureusement dans certains échanges ça peut être intéressant mais ça peut des fois être pénible parce que je peux être amené comme tout le monde à couper la parole peut-être ou ne pas laisser libre champ à la personne qui est en face. Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu différent et c'est pour ça que j'ai préféré faire ce format là de interview un peu interposé. C'est parti pour les questions. Peux-tu te présenter? Hello, je m'appelle Nicolas, Nico DT sur ma chaîne YouTube. Et pour me présenter succinctement, généralement je dis que je travaille dans l'image. Voilà, ça couvre un petit peu tout puisque je bouffe un peu à tous les râteliers. Au cours de ma carrière, j'ai été photographe, graphiste, réalisateur, je fais du motion design aussi. Donc mon activité professionnelle principale est axée autour de la vidéo. Et sur les réseaux, je suis plutôt connu sur ma chaîne YouTube pour parler de photographie, voilà, et un petit peu de l'image en général, mais vraiment axé sur la photo. Voilà, c'est très succinct, mais j'aime les présentations courtes. Comment es-tu arrivé dans le monde de la photo? Comment je suis arrivé dans le monde de la photo? J'ai l'impression que c'est l'histoire la plus banale du monde, que tout le monde a commencé comme ça. Chaque fois que je entends cette histoire, alors elle m'est vraiment arrivée, c'est un peu un trope. Mais quand j'étais tout petit, je devais avoir 12-13 ans, en fait, j'ai trouvé un appareil photo dans la rue. Et pour m'amuser un après-midi, en fait, j'ai pris plein de photos. Je suis allé les développer, ouais, il fallait les développer à l'époque. Et ça m'a vachement plu, c'était une activité assez récréative. Quand je dis ça, les gens s'imaginent tout de suite, waouh, mais t'as trouvé un appareil, c'est une folie et tout. Non, à l'époque, comme je dis, il fallait développer, c'était des appareils jetables en fait. J'ai trouvé un appareil jetable Carrefour, voilà, dans la rue. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Mais l'activité en elle-même m'a vachement plu. Voilà, j'ai passé un après-midi à m'amuser. Et pour en apprendre un petit peu plus, moi je suis un lecteur, hein, donc dès que je sais pas quelque chose, je vais dans les livres. Et je me souviens d'être allé au CDI et d'être tombé sur des vieux bouquins photos de grands photographes, genre ça devait être Doisneau, Cartier-Bresson, des choses comme ça, et qui faisaient de la photo de rue. Et j'ai été totalement vraiment fasciné. Je crois que j'ai eu mon premier syndrome de Stendhal devant des œuvres. Voilà, c'est ce moment où vraiment tu es en fascination devant une œuvre d'art. Au point d'être totalement absorbé par elle. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire mon métier. Voilà, ça a été l'élément déclencheur. Après, comment je suis arrivé vraiment dans le monde de la photo, c'est pas par le parcours scolaire, malheureusement. Moi, je savais, donc du coup, à 14 ans, je savais que je voulais être photographe. Mais évidemment, alors j'étais dans une zone un petit peu particulière et dans le collège où j'étais, on m'a dit ok, c'est très bien de vouloir faire de la photo, les écoles d'art c'est sympa, mais toi, voilà, toi tu vas en technique, en école technique. Donc j'ai un parcours scolaire totalement décorrélé de la photographie et de l'art en général. Voilà, c'est pour ça que je suis souvent très en colère contre le système éducatif en général. Après le lycée et un bac électrotechnique, pour te dire, je sais même pas ce que ça veut dire, je sais même pas ce qu'on faisait là-bas, je sais même pas comment je l'ai eu. J'ai essayé de me réorienter du coup en faisant des écoles d'art de Lyon, puisque je suis lyonnais. Mais en fait, ils demandaient tous une mise à niveau, puisque je venais d'un cursus qui n'était pas artistique. Et comme j'étais très impatient et un petit peu tête brûlée, j'ai dit bah non, moi si j'ai le niveau, parce que j'avais réussi les concours, mais ils me demandaient quand même une année de mise à niveau. Ils me disaient t'as le niveau, mais c'est comme ça. Et comme je suis un petit peu voilà, têtu dans ma tête, on va dire, je disais non, non, si j'ai le niveau, soit je viens pas. En espérant qu'ils me disent oh mais t'es tellement extraordinaire, bah viens, on te prend quand même. Évidemment que tout le monde se rassure, ils m'ont dit bah ciao, salut. Et je suis allé à la fac, comme tous ceux qui savent pas quoi faire. Et voilà, je suis allé dans une filière de communication, médiation culturelle et communication, même si ça s'appelait, où j'ai pris quand même des cours aussi d'histoire de l'art, de psychologie, des choses comme ça. À un moment très sympa, mais qui me plaisait pas forcément professionnellement, donc au bout d'un moment, je me suis barré. Et là, enfin, j'ai réussi à accorder avec la photo en allant faire de la mode dans les environs de Nice, chez un grand photographe qui faisait à l'époque du bijou surtout, voilà, de la mode et du bijou. Pour des grandes marques, pour voilà, des grands comptes, Dior, des choses comme ça. Et ça m'a pas du tout plu. Je pensais que vraiment, parce que je commençais à me mettre dans le portrait et que la mode m'intéresserait. Étrangement, c'était pas un univers assez créatif pour moi. Donc j'ai plaqué l'affaire. Disons trop fake, on va dire, trop préparé. Et qui laissait pas libre cours à un petit peu d'imagination. Parce que c'était effectivement très borné, très professionnel. C'était des images qui voulaient au millimètre.
Et ça m'a pas plu. Du coup, quand je suis revenu sur Lyon, j'ai abandonné la photo, je me suis mis dans le graphisme, etc. Et c'est avec YouTube où je me suis retourné vers la photo pour en parler un peu plus. Même si évidemment, je l'ai jamais abandonné. Je faisais autre chose professionnellement, comme aujourd'hui. Et je faisais mes petites photos dans mon coin. Quel est ton type de photo préféré à voir et à faire? Mon type de photo préféré, les deux pour lesquels je suis peut-être le plus connu via la chaîne. D'abord, je me suis très longtemps défini comme un portraitiste. Parce que j'ai abandonné la photo de rue quand j'ai compris qu'en fait on ne vivait pas de la photo de rue, c'était pas possible. Donc pour avoir un débouché, je me suis souvent défini comme portraitiste parce que j'adore prendre les gens en portrait, j'adore retranscrire ce qu'ils sont et des émotions avec du portrait. Et la photo de rue pour ce qu'elle apporte, pour ce qu'elle est, et parce que c'est le genre qui m'a mis dedans et qui m'a toujours passionné. Et d'ailleurs, à voir et à faire, je pense que autant à voir qu'à faire. Je pense que la photo de rue, c'est le genre ou quel que soit le type, même si je ne vais pas aimer le genre de la personne, ce qu'elle fait, ça va quand même me fasciner. Et de toutes les époques, c'est ça aussi qui est fascinant. C'est son aspect historique aussi qui m'emporte dans ce genre-là. Je peux rester vraiment des heures devant des bouquins qui sont juste des vieilles photos sans intérêt particulier, mais des vieilles photos depuis le début de la photo, des années 1900, etc. Juste à les regarder, je trouve ça fascinant. Je te donne un exemple. Là, ma chérie, elle m'a trouvé dans une vieille brocante ce genre d'ouvrage où en fait, c'est juste des photos. Là, par exemple, on est dans les années au début du siècle. Des photos de rues, de gens, sans intérêt particulier, mais qui me fascinent. Regarde, mais comment on apprenait aux enfants à nager avant. C'est une dinguerie. Et je peux rester sur ces images, mais des heures, à juste les scruter et à me poser des questions sur la façon dont on vivait avant. Voilà, c'est un délire dans ma tête que j'ai. Voilà, donc je dirais c'est vraiment ces deux genres-là qui me portent le plus. Le portrait et la photo de rue. En gros, c'est les gens, je crois. Voilà. On va dire c'est la représentation des gens et la façon dont ils vivent et ils expriment qui ils sont. Ouais, c'est une bonne définition ça. Je vais garder ça. C'est ça qui me plaît. Quel type de photo tu n'aimes pas faire? Quel type de photo j'aime pas faire? Ça, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a un genre en particulier? Alors, est-ce que c'est un type ou un genre? Les genres, non. Parce qu'à nouveau, la photo, tu peux prendre un petit peu ton pied avec n'importe quoi si ça te passionne. Après, peut-être moi, mes goûts à moi. Alors, si c'est mes goûts à moi, peut-être le mariage. Alors, je sais que le mariage, il y en a beaucoup qui font ça et qui aiment beaucoup, puisque c'est vraiment un genre, en fait, tu documentes une vie, un moment important d'une vie, donc c'est très, très sympa. Mais ça m'a jamais attiré parce que je l'ai fait pour des amis et c'était très cool. Mais voilà, en fait, je crois que je perds l'intérêt pour la photographie dès qu'il y a un aspect commercial. Donc, ce qui ne m'attirerait pas dans le mariage, c'est vraiment de devoir en faire un truc un peu trop business. Tu vois, où tu as une certaine pression de résultat aussi, de devoir gérer aussi certaines attentes des mariés, qui en ont beaucoup. Ouais, je crois qu'on va résumer comme ça, en fait, c'est toujours cet aspect un peu trop commercial de certaines images, quand il y a un aspect qui peut être artistique, mais qui doit tourner vers le commercial, tu vois. Par exemple, j'aurais peut-être moins cet aspect rebutant, enfin rebutant, c'est un mot un peu fort, mais j'aurais peut-être moins cette, même aversion, c'est un mot un peu fort, mais j'aurais même un peu moins ce rejet. Voilà, on va utiliser rejet. Si je faisais de la photo publicitaire d'objets, tu vois, où c'était vraiment technique, purement technique, tu as ta lumière, tu as ton truc, voilà, tu fais et c'est professionnel. Waouh, je viens de réaliser qu'en fait, c'est ce que je faisais au début avec le bijou au final. Et ça m'a saoulé. Donc en fait, j'aime pas gagner de l'argent avec la photo, je crois. Je crois que c'est ça. Et écoute, je viens de réaliser un truc. Merci pour cette interview. Ouais, je pense que dès qu'il y a un aspect un peu trop commercial, ça peut me gonfler très vite. Je pense. Alors que j'ai pas ça avec la vidéo. Tiens, c'est très rigolo. Écoute, merci de m'analyser. Voilà. Question suivante. Quel type de photo tu aimerais faire et pourquoi tu n'oses pas te lancer? Un type de photo que je veux faire mais que j'ose pas. Je vois pas parce que vraiment, j'ai pas de problème à oser les choses. Ouais, moi, j'ai pas peur. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un fou. Je fais ce que je veux. En fait, c'est surtout que c'est de la photo documentaire. Je pense la photo documentaire et l'investissement qu'il faudrait donner, que je fais pas, c'est pas que j'ose pas, c'est que je peut-être priorise
d'autres projets et il y a peut-être un petit côté j'ose pas en me disant que c'est un truc que je veux vraiment faire et du coup il faudrait vraiment être à fond dedans et ouais il y a peut-être une petite appréhension en disant mais est-ce que j'arriverai à quitter le reste etc etc. Est-ce que j'arriverai à me donner à 100% dans un truc? C'est plutôt l'inverse, c'est que le fait que ça me plaît, je sais qu'il faudrait que je sois à 150% dedans et je pourrais plus rien faire et du coup bah, j'ai cette appréhension de laisser ce que je fais à côté. Je pense que c'est ça. Donc ouais. Photo documentaire, on va dire. Voilà, c'est ma réponse. La photo documentaire. Alors, documentaire, ça veut dire un peu dans tout, hein, puisque je disais, par exemple, le mariage, c'est du documentaire, donc ça peut être vu comme ça. Mais vraiment, documentation sociale. Voilà, un truc, prendre une cause qui me tient à cœur, qui me porte. Et spécifiquement, peut-être quelque chose que je ne comprendrais pas. J'avais 2 projets comme ça. C'est la jeunesse aujourd'hui. Filmer, suivre des étudiants aujourd'hui. Je pense que leur représentation du monde et leurs attentes par rapport au futur sont totalement différentes des nôtres. Enfin, des nôtres, ça dépend à quel âge t'as quand tu regardes cette vidéo, mais moi qui vieillis, ouais, j'ai pas l'air parce que j'ai une très belle peau, mais je commence à vieillir. La vision du futur que j'avais est beaucoup plus innocente que celle des jeunes d'aujourd'hui qui font face à des challenges que, pas qu'on n'avait pas, mais qu'on réalisait pas, je trouve, à notre époque. Donc voilà, c'est un truc que j'aimerais bien suivre. Et peut-être aussi la politique. Tout est politique, etc. Blablabla. Mais je me rends compte avec YouTube à quel point tout est politisé. Tu peux dire une phrase et elle est interprétée à la fois d'un spectre à l'autre des gens politisés. Et de toute façon, on le voit bien dans n'importe quoi aujourd'hui. Tout est politique, certes, mais pour moi, tout n'est pas politisé. Et pourtant, on prend ce chemin. Les gens politisent tout. Ils le voient tous à travers leur cadrage politique. Et du coup, ces biais, c'est quelque chose que j'aimerais bien documenter chez les gens. Comment ils s'engagent ou ne s'engagent pas, mais même en ne s'engageant pas, ils ont leur vision du monde et qu'ils appliquent de manière... Oula, on se lance dans un sujet, on va peut-être se calmer, mais tu vois, voilà, peut-être que je ferais ça. La jeunesse et la politique, ce seraient deux choses qui m'intéresseraient à documenter. Voilà. As-tu des rituels avant, pendant et après tes shootings? Des rituels? Ça, c'est rigolo, ça. Non, je suis pas quelqu'un qui a des rituels. Je suis pas quelqu'un avec beaucoup de croyances, en fait. Enfin, dans le sens croyance. Dans ce genre-là de croyances, avec religieux ou croyances ou spiritualité ou des choses comme ça. Donc, rituel, ça dépend ce que tu appelles. Ouais, je mets un bonnet, comme ça. Non, je vois pas. Qu'est-ce que je peux dire qui va être pas con, genre préparer, faire une checklist de 150 fois pour vérifier que j'ai tout mon matos et réaliser quand même sur le shooting que j'ai oublié quelque chose alors que j'ai toute une liste que je dois cocher. Un truc rigolo mais qui est vrai malheureusement, putain je réalise à quel point c'est stupide mais c'est vrai. Quand je shoot donc pour YouTube et que je vais shooter dehors, où je fais même avec des modèles ou que ce soit pour de la photo de rue, je check s'il y a des bubble tea aux alentours de là où je vais shooter. Des bubble tea ou au moins des cafés, des trucs. En gros, avant même le shooting, je planifie où je vais faire ma pause café, où je vais me poser et boire un coup. Voilà. En sachant que après, je me laisse porter puisque je suis un très gros marcheur et je vais découvrir des endroits, mais j'aime bien avoir un point de ralliement au cas où. Ah là, je peux aller prendre ça, tel truc. Là, je peux aller me chercher un cookie. Là, je peux faire ça. Je pense que c'est la réponse la plus con qu'on t'ait donnée à cette question, mais malheureusement, dans mon cas, c'est la seule que je vois. Ah, c'est nul. Cette réponse me déçoit moi-même. Quelle est ta plus grosse déception en photo? Quelle est ta plus grosse déception en photo? Quelle transition? Moi, je suis trop fort. Ma plus grosse déception en photo, là aussi, c'est encore difficile à répondre. Elles sont pas faciles, tes questions, Mathieu. Vraiment pas faciles. Le fait est que, vu que j'en fais pas... J'ai pas forcément d'attente en photographie. Vu que c'est pas mon revenu professionnel, que j'en tire pas, j'en fais pas une activité artistique non plus. J'ai pas l'intention d'en faire un livre, des expos, des machins comme ça. Pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas dans ma tête. Bah, j'ai pas une attente forte envers la photo qui me permettrait d'avoir des déceptions. Et bah c'est peut-être ça en fait la déception. La plus grosse déception en fait, le plus gros, pour moi le plus gros raté. Alors attention, on va rentrer dans un truc un petit peu complexe à expliquer, mais je pense que c'est un peu le rejet justement de la photographie qui est dû à YouTube. Au final, je m'explique. Sur la chaîne YouTube, ce que j'aimais bien faire, c'était... donc ma chaîne, c'est une chaîne un peu tuto, mais surtout behind the scene, comme on dit. En gros, où je me filme en train de faire un type de photo spécifique. Alors généralement, il y a souvent du portrait ou de la photo de rue, c'est pour ça que je suis connu, mais je me limite pas.
j'aime bien justement aller faire des genres que je connais pas. Donc par exemple, n'importe quoi, j'ai fait de l'urbex, j'ai fait de la food photo, etc. J'essaie de voir un petit peu tous les genres qui sont sympathiques à tester et ce que je peux y apprendre et ce que je peux apprendre aux autres. Ou filmer justement d'autres photographes qui font des choses que moi je ne fais pas. Mais petit à petit, et surtout dans le cadre de la photo de rue ou de choses comme ça qui sont faites par moi, le problème c'est que j'ai réalisé que je le faisais par rapport à YouTube. Et se filmer en même temps que photographier, tu fais jamais les photos que tu veux. Et du coup, ça a créé une sorte de mauvaise habitude où en fait, je vais shooter pour YouTube et j'ai plus l'envie en fait. En ce moment, je suis un peu dans ce mode-là. Je suis désolé, d'un coup, on est parti dans le down. Mais ouais, j'ai un peu un rejet de la photo en ce moment. J'arrive plus à sortir pour shooter pour moi parce qu'à chaque fois, c'est pour YouTube. Et ça me saoule un peu et c'est une vraie déception. J'arrive plus à produire un travail spécifique photographique pour moi. Ça va faire honnêtement plus de 2 ans, je crois, où je sors pas juste pour faire des photos pour moi. J'ai dû le faire 2, 3 fois, mais ça m'a pas emporté. Et du coup, j'aimerais bien retrouver ce goût de la photographie. Mais ouais, vu que YouTube me prend beaucoup de temps, c'est pas trop possible. Donc voilà, la grosse déception, et qui pourtant, en fait, à la base, était le truc le plus sympa sur ma chaîne, c'était de pouvoir faire plein de genres particuliers, etc. Au moment, il y a une attente de production un peu trop forte de la part de YouTube, qui fait que ça fait décroître la créativité de la personne qui publie sur cette plateforme, je trouve. Voilà. Mais lancez-vous sur YouTube, hein, c'est cool, hein. Bref, plus grosse déception, pas avoir le temps d'en faire plus. Voilà. Mais ça, c'est le drame de la vie, hein. On n'a jamais le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Quelle est ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, là pareil, par rapport à la photographie, je sais pas quoi dire parce que j'aurais des choses à dire peut-être plus du côté de la vidéo, mais vu qu'on parle photo ici, le truc qui rejoint ce que je disais, ce serait même pas une œuvre que j'ai produite moi. Clairement, je pense que ce serait plutôt la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, autant elle me pompe beaucoup d'énergie et comme tu l'as vu, elle m'empêche peut-être de réaliser d'autres projets. Mais quelque part, c'est quelque chose dont je suis assez fier, dans le sens où, en fait, où j'adore apprendre aux gens et j'adore l'impact que ça peut avoir sur eux. Avant d'avoir cette chaîne YouTube sur la photo, j'avais un site où je publiais des vidéos, où je donnais des tutos sur After Effects, Cinema 4D, qui sont des logiciels où tu peux faire de la création graphique vidéo. Voilà, du compositing et de la 3D. Il y a quelques temps, en fait, je recevais souvent des mails de gens qui se lançaient avec. Et c'est pareil pour la chaîne YouTube. C'est hallucinant de savoir, par exemple, j'ai reçu un gars qui est DA dans une très grosse agence de pub à Paris, qui fait des productions de folie, et qui me dit, j'ai commencé avec tes tutos. En fait, tu m'as donné mon métier. J'ai eu mon premier job grâce à tes tutos sur After Effects. Pareil dans la photo, en sachant qu'il y a des gens qui se lancent vraiment professionnellement dans la photographie, grâce à des vidéos qu'ils ont vues de moi ou d'autres, mais voilà, on a contribué à leur donner un chemin de vie. C'est super, ça a l'air d'être un gros ego trip, ce que je suis en train de dire. Ouais, j'ai changé la vie des gens, je suis extraordinaire. Oh, je m'aime. mais en fait, c'est quand même vachement, ça touche vraiment. Et du coup, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup par rapport à la chaîne. Donc, ma plus grosse fierté, c'est ça, d'avoir touché des gens avec la photographie là-dessus. Oui. As-tu des projets à venir? Les projets à venir, oh là, alors là c'est difficile. Oui, plein. Après, quels sont ceux qui vont être réalisés? C'est une autre question. Je dirais, on va aller assez vite, mais là-dessus, sortir une formation. Ouais, je fais un petit placement produit pour moi-même. Même si la formation n'est pas sortie, il n'y a rien de bouclé, donc c'est difficile d'en parler. Mais ça fait longtemps que je veux faire des formations, puisqu'il faudrait bien que je rentabilise un petit peu quand même YouTube le temps que j'y passe. Et je trouve que c'est un super moyen et d'apprendre aux gens et d'aller dans les trucs beaucoup plus profonds et d'apporter pas mal de valeur. Donc il y a une formation portrait que je veux faire depuis longtemps et comme je la veux assez spécifique, j'y passe beaucoup de temps, enfin j'ai beaucoup de mal à m'y mettre surtout, c'est pas que j'y passe beaucoup de temps, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Et après, je pense un changement de direction à la chaîne. Il y a des formats que je voulais faire depuis très longtemps sur YouTube, qui sont des formats d'essais vidéo. J'ai sorti le premier, qui est une vidéo sur Lee Miller, donc qui est une photographe pendant la guerre. Voilà, si tu connais pas, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et le retour, l'accueil, en fait, et surtout le temps que j'ai consacré dessus, et
quand je le faisais, c'est un truc qui m'éclatait vraiment. Et je m'éclate un peu moins en ce moment avec ce que je fais sur YouTube à faire des vidéos tuto. Et du coup, j'aimerais vraiment me diriger plus là-dessus. Donc ouais, un truc, des projets en cours, ce serait ça. C'est de faire plus de vidéos qui traitent, qui ne soient pas des tutos, qui ne soient pas des behind the scenes, mais qui traitent plus de l'aspect sociologique, philosophique et historique de la photographie. Ouais, ce serait surtout ça qui m'intéresse un petit peu dans le futur. Voilà, on va dire ces deux projets-là. Comment trouves-tu tes modèles clients? Parce que ça dépend des gens, hein. Alors déjà, c'est deux questions en une. Comment je trouve mes clients et mes modèles? C'est pas la même chose. Je trouve pas mes clients comme je trouve mes modèles. Bah, pour les modèles là-dessus, en fait, c'est deux questions. Tu pourrais me dire, je peux te faire 3 heures sur chaque question là. C'est trouver des modèles, c'est d'ailleurs tout un pan de la formation dans laquelle je suis en train d'écrire. Donc ça dépend de quel modèle, ça dépend de quel niveau tu as, ça dépend de ce que tu cherches à faire. Mais déjà, les gens autour de toi, c'est très bien. Les gens dans la rue, c'est très bien. Si tu veux des modèles qui savent un peu poser et avec qui tu as des chances d'avoir de la collaboration, il faut aller sur des sites genre Modèle Mayhem, Book.fr, des choses comme ça. Voilà, et après c'est un réseautage, c'est complexe. Mais pour la solution simple, c'est ça. C'est déjà commencer avec des gens autour de toi pour te créer un portfolio qui va te permettre de convaincre des modèles, parce que il y a beaucoup de gens, ah j'ai appelé des modèles, mais elles se prennent pour qui? Elles disent non. Bah oui, mais t'es qui? Peut-être qu'elles n'aiment pas tes photos, peut-être qu'elles ont autre chose à faire. C'est normal de vouloir être payé, donc quand on refuse une collaboration, t'as pas à t'énerver contre ça, c'est normal. Donc voilà, il y a plein de choses à apprendre dans ce milieu. Peut-être que commencer par ses amis ou par son entourage, c'est très bien, c'est déjà très bien. Après les clients, mais alors là, comment tu veux que je réponde en 2 secondes à ça? C'est tout un apprentissage qui se fait sur le long terme, j'en ai parlé un petit peu. J'ai une vidéo sur comment je classifie mes clients sur la chaîne, surtout avec le milieu photographique qui évolue en ce moment, mais de manière... C'est-à-dire que les conseils que je te donnerai ici, ils sont plus valables dans 6 mois, tu vois. Moi, mon conseil, ce que je ferais aujourd'hui, c'est que j'irais à contre-courant. J'essaierais de réinvestir le réel. Aujourd'hui, on est tous là à mettre sur les réseaux, Instagram, machin, à essayer de réseauter, à trouver sur Internet des clients ici ou là. Je pense... Après, ça dépend de ce que tu fais aussi en photo. Comment tu veux que je réponde à c'est une question trop vaste, Mathieu. Là, elle est vache ta question. Elle est beaucoup trop vaste. Les clients que je trouve en vidéo, c'est pas les mêmes que je trouve en photo. Des clients en direct, c'est pas les mêmes que je trouve via des agences. Les grands comptes, je les contacte pas de la même manière que les petits comptes. Donc répondre à ça, c'est très difficile. Je vais essayer de donner 2 conseils très simples. Essayer d'être à contre-courant et réinvestir le réel. Essayer de trouver des clients, des vrais clients autour de soi. Évidemment, ça dépend de ce que tu fais et de quel type de prestation tu offres. En sachant que ça ne veut pas forcément dire se lancer dans le marché du particulier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile parce que tu t'adresses à une population qui n'a pas l'habitude de payer pour ce genre de prestations, tout simplement. Qui aujourd'hui va faire appel à un photographe professionnel et payer 150, 300 balles une après-midi photo. Et s'il te paye 150, 300 balles, c'est que c'est archi sous-payé. T'en feras pas une affaire à moins d'avoir un client par jour. Et tu n'auras pas un client par jour en t'adressant à des particuliers. Donc, l'autre conseil, c'est de réfléchir à qui est prêt à payer pour notre prestation. Et c'est généralement plus des professionnels avec qui on peut discuter, qui ont l'habitude d'investir dans des choses parce qu'ils voient le bénéfice que ça peut leur apporter. Donc, la photographie de mariage, pourquoi tu arrives à en vivre et à faire payer plus cher? Parce que c'est un événement, donc c'est ancré dans la tête de la plupart des gens, pas tous, mais de la plupart des gens, que ça va être un investissement. C'est un point dans leur vie où il faut qu'ils investissent. Mais des photos comme ça, de portraits de gens, c'est quasi impossible. Le deuxième conseil, c'est choisir ses clients en fonction de la prestation que tu peux leur apporter et de savoir s'ils sont prêts à payer pour ça. Et de là va découler savoir où les trouver, ces gens-là. Et là, c'est une grande question, mais qui est tellement élusive, tellement grande que je ne peux pas répondre parce que ça va dépendre du genre de photo, de ta localisation, de ton expérience, de plein de choses comme ça. Donc vraiment, question difficile auquel je n'ai pas eu vraiment l'impression d'apporter grand-chose, mais c'est ma réponse. Et bien sûr, un mot pour la fin. Et le mot de la fin, bah écoute, merci pour cette interview. Les questions étaient très intéressantes, mes réponses peut-être un peu moins. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé placer un truc philosophique qui aurait bing bing explosé le cerveau de
de tous ceux qui vont regarder, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais voilà, j'imagine qu'on ne peut pas toujours être au top. Donc je dirais juste, la photographie, apprendre la photo, pour moi c'est deux choses. C'est déjà sortir avec son appareil et faire de la photo, quel que soit le type, donc pratiquer tout le temps. Et c'est surtout éduquer son œil. C'est pas apprendre tous les petits boutons de son appareil, c'est aussi se plonger dans la culture photographique de ceux qui sont venus avant, de ceux qui viennent en même temps que nous. Voilà, et la culture, c'est pas que sur Instagram, donc c'est lisez des livres, apprenez des choses sur la photographie, allez voir des expos, c'est une des choses les plus importantes. Et oui, dans ces deux choses, dans ces deux conseils de vie essentiels, j'ai pas mentionné regarder des clampins qui font des vidéos YouTube. Alors je vends pas très bien ma sauce, mais je l'ai fait volontairement. Même si c'est très cool de nous regarder, abonne-toi, mets la cloche. Voilà, ça fait partie d'une hygiène de vie, mais c'est pas l'essentiel, je pense. Voilà, à nouveau merci Mathieu, et puis see you mate, keep on creating. Alors voilà, au moment du montage, bien sûr, j'aurais découvert les réponses de Nico. Au moment où je tourne cette partie-là, je n'ai pas vu les réponses de Nico et j'ai vraiment hâte parce que c'est un YouTuber que je suis depuis pas mal de temps et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses vidéos très travaillées. Hein, c'est pas du tout, on n'est pas du tout le même univers tous les deux dans le sens où lui, il se prend vraiment la tête à beaucoup travailler son montage, à beaucoup travailler ses images. Je trouve ça super dynamique, je trouve ça super intéressant. Les dernières vidéos que j'ai adorées sur sa chaîne, c'est les vidéos avec la photographe culinaire. Ils ont fait plusieurs petites capsules comme ça de vidéos sur la photo culinaire. J'ai trouvé ça vraiment super bien. En tout cas, je suis super content qu'il ait accepté. Merci à toi donc Nico d'avoir accepté. Quant à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire. N'hésite pas à aller suivre Nico sur ses différents réseaux. Et donc on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, sur faire des photos. Salut.